Bonjour, merci d'être venu participer aux sessions des journées SQL Server 2013. Donc, voilà, c'est la session BI Agile, donc la suite de la première session, c'est une continuité de la session précédente. Il va s'agir du TDD avec DBFit et suivi de l'intégration continue avec TFS. Je dois représenter Vaisseau, ma société, donc une société de conseil et d'expertise ingénierie informatique, donc qui intervient sur 5 domaines, CRM marketing, avec Microsoft Dynamics CRM, Neolan, en plus des projets bases de données et décisionnels, collaboratifs avec SharePoint. Voilà, on s'occupe du périmètre 360 autour de la relation client, donc l'analyse, valorisation et acquisition. Voilà, MOA, sur ce genre de problématique. Je suis Damien Maresma, donc consultant de cette société. Je suis transverse base de données et décisionnel. L'agenda de notre session, des rappels sur la BI agile cette fois. Le TDD, la pratique, qui sera nouveau. DBFit, l'outil que je vais présenter et utiliser pour les démos. Et enfin, son intégration dans le cycle de vie des développements applicatifs. Donc d'abord, la BI agile, aujourd'hui, surtout la méthodologie agile est de plus en plus présente et on la rencontre de plus en plus souvent dans les projets informatiques, plus sur justement les applicatifs web ou clients riches. Ça reste encore assez anonyme côté BI. Enfin, je reviens sur un autre chiffre. Aujourd'hui, 48 des projets développement et donc les tests sont externalisés. Mais on a encore des déchets, un quart aujourd'hui échoue encore. Ce qui est, on est en 2013, surprenant. Voilà, je vais présenter donc, la chaîne des développements en BI. On retrouve tous les points présents dans le run d'alimentation et de présentation de la donnée. La collecte à partir de l'ODS, les ETL à développer, les traitements de qualification de données, nettoyage, fusion. Enfin l'ETL qui va pousser la donnée dans l'entrepôt, donc selon Inmon ou Kimball, le Data Warehouse ou le Data Mart. Enfin les traitements, le processus OLAP ou décisionnel ou data mining. Et enfin la rendu de présentation dans les rapports, ce qui est l'équivalent de Power BI, dans Excel. Quelles sont les données et comment elles sont calculées, manipulées. Maintenant, la partie production, la réalisation. Donc un schéma qui présente toute la chaîne de développement, donc du poste développeur, l'intégration, la partie intégration des développements, mise en pré-recette, démonstration, preview, et enfin le système de production. Donc cette chaîne commence chez les développeurs. Au moment de leur développement, ils doivent réaliser des tests. Ces tests, au moment du développement, coûtent très peu cher. Ils n'ont aucun impact financier sur l'activité de la société, c'est gratuit. Puis après, dans la phase de projet, de la réalisation, des livraisons, des sprints, il y a la phase de mise en commun, au moment de l'intégration. C'est une phase qui tend à devenir automatisée et sur laquelle on va pouvoir tester la mise en commun des développements et les tests d'approbation pour vérifier qu'une user story a sa réponse. Après, effectivement, donc, les autres tests qui se passent en démonstration ou en pré-prod pour vérifier que tout fonctionne bien, tout est ISO, sera conforme et prêt à passer à l'étape de production. Ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est le coût. Plus le bug va être révélé tard sur la chaîne, plus il aura un impact financier et dommageable sur l'avancement du projet. Donc vraiment, il faut insister sur la partie de test. Plus on teste tôt, mieux
mieux le projet se déroulera. Par rapport au schéma précédent, on retrouve le cadran. Donc, le premier cadran, qui est ici les tests unitaires, qui sont des tests automatisés, qui n'ont aucun coût, qui sont gratuits. Les tests d'approbation, qui sont encore automatisés et qui répondent aux besoins métiers. Enfin, les tests qualité, QA, qui ont besoin encore de l'intervention humaine pour valider. Et enfin, le test de performance, où là, ce sont d'autres outils qui interviennent sur des environnements qui ressemblent beaucoup plus à la production. Là, on est encore sur la station de travail du développeur. Ici, on est sur une machine de pré-prod, une machine virtuelle. Là, on est vraiment sur quelque chose qui doit ressembler le plus possible à la prod. Et là, ISO-prod, carrément. Donc, le TDD, pour Test Driven Development. Donc, les développements dirigés, pilotés par le test. Donc, ça obéit aujourd'hui, enfin, ça a été rédigé de telle façon et décrit par le manifeste agile comme 3 lois. Au moment du développement, on ne doit pas écrire de code à destination de la production avant d'avoir rédigé le test unitaire, le test qui va échouer. Précédemment, c'est le prérequis. Enfin, on doit écrire un test suffisant pour échouer. Et juste ce qui suffit pour décrire la fonctionnalité et la faire échouer avant de la développer. Enfin, on ne doit pas écrire plus de code que nécessaire pour la réussite du test en cours. On va le voir, c'est un avantage, c'est que la première loi va vérifier des prérequis, comme la connexion au catalogue, les structures de données et la présence des programmes qui sont développés. La seconde loi, donc, au moment où on va écrire le code, on va vérifier une seule fonctionnalité à la fois, ce qui permet de conserver un code simple. Et enfin, une fois qu'on a vérifié que tous les tests réussissent, on peut passer à la fonctionnalité suivante ou au programme suivant. On sait qu'on a terminé, le test nous dit go, c'est terminé, c'est fait. Le travail est terminé, il n'y a plus besoin de revenir, après, hormis le refactoring, le clean du code. Mais on repasse encore le test, si le test est toujours bon, on a terminé. Le TDD, n'est pas magique, c'est pas non plus une religion. Il ne garantit pas un code zéro défaut, tout dépend de la qualité du test effectivement qui est en face. Il n'est pas non plus à l'abri d'écrire un mauvais test ou un mauvais code. Le but du TDD est surtout de décrire un code propre, simple et efficace, juste répondre à ce pourquoi il est développé. Une seule réponse. Il apporte par conséquent un meilleur code, plus lisible, avec une détection des défauts qui sont en amont de la chaîne de développement. Ça, il faut insister dessus. Et apporte après aux développeurs une meilleure discipline, une meilleure compréhension et permet de le cadrer et d'avancer plus facilement, d'acquérir plus d'expérience plus rapidement vers un code de qualité. Encore un petit rappel de test. C'est censé vérifier une nouvelle fonctionnalité ou qui a changé lors d'une régression ou d'un nouveau work item, une nouvelle demande. Il doit être indépendant des autres tests, il ne dépend pas du succès d'un autre. Il vérifie un seul aspect ou un comportement et documente le comportement attendu. C'est en fait une rédaction de la documentation. Il va décrire, on va pouvoir lire et comprendre en fait ce que le programme fait au travers de ses tests. Et pas de la lecture du code à brut, surtout s'il est factorisé et réutilisable, ou là on ne sait pas dans quel environnement il est utilisé. Là le code, on a son contexte, donc on va pouvoir mieux le comprendre. Enfin, le test ne doit pas vérifier trop de fonctionnalités. Il ne faut pas que ce soit un test trop compliqué, trop large, sinon il devient difficile à maîtriser et à appréhender justement pour faciliter la compréhension. Donc une astuce, le given when then, qui est l'usage, qui permet en fait le given, qui signifie que pour un paramètre en contexte donné, when, quand je projette ou réalise une opération en CRUD, et then, le résultat que j'attends. Tous mes tests sont déterministes, je connais déjà le résultat attendu. C'est une phase importante. Le mantra, toujours, 3 étapes. Le red qui correspond à l'échec du test. Le green, le fait d'avoir codé, de passer son test, d'avoir réussi.
et refactor, l'opération où je peux aisément aller customiser, nettoyer mon code, renommer mes variables sans crainte de casser ce que j'ai développé précédemment. C'est là où le développeur, c'est dans cette phase-là où il va personnaliser, s'améliorer dans les nouveaux concepts qu'il va appliquer à son développement. Donc il y a toujours une phase de recherche d'amélioration qui est portée par refactor. Après un petit dérivé, donc, le TDD qui est vraiment la base, le socle initial. Il y a l'ATD, l'Acceptance Test Driven Development, qui correspond en fait au test d'approbation, celui qui qualifie dans le backlog l'user story. Donc en début d'itération, déjà le développeur choisit son user story, que le product owner, donc le métier, a formulé. Donc le métier a défini en face de l'user story quelles sont les conditions de satisfaction, de remplissage de conditions de succès de la fin de l'user story, l'implémentation de ces tests et initialement faire échouer ce test-là. Aujourd'hui, vérifier que la fonctionnalité n'est pas déjà présente quelque part. Effectivement, on va éviter de redévelopper la même fonctionnalité si elle existe déjà, si ce n'est pas utile. Et après la partie, donc la phase de travail du développeur, donc en TDD, il va tester, faire échouer, coder, réusiner, de nouveau, donc, selon ses développements, imaginer sa fonction table, sa procédure stockée, son refactoring. Dès qu'il a réussi à passer les tests d'approbation, donc il a commité, livré, les tests sont réusinés, vérifier que le besoin n'a pas changé ou qu'il y a des cas particuliers qui n'auraient pas été visualisés. Si les tests réusinés réussissent, le client approuve et on peut démarrer une nouvelle user story, une nouvelle itération dans le développement. Donc pour tout cela, pour tous ces concepts d'agilité qui sont issus du pair programming, de l'expert programming, les auteurs de Manifeste Agile, donc certains ont développé leurs propres outils, frameworks. Donc je vais vous faire la présentation d'un de ces outils qui a été adapté depuis. Le manifeste date de 2000, 2002. Donc le tout premier outil, c'est le framework FIT de test intégré, qui a l'avantage de présenter, il y a une page de test en mode tableau, son moteur FIT, qui va s'interfacer après avec le système, donc web, applicatif, Java, .NET ou base de données, ce qu'on va voir. Ce qui est important dans le travail du développeur, et ce qu'on peut souvent lui reprocher, c'est son manque de communication et de collaboration. Effectivement, devant sa page de code, il est tout seul aujourd'hui, à défaut de pouvoir faire du pair programming, il faut payer 2 développeurs pour le même temps. Là, on va pousser le développeur à communiquer malgré lui au travers des tests et de pouvoir donner un état d'avancement. Donc Fitness, c'est l'outil qui compose en fait, qui étend Fit avec un wiki et qui permet de donner la partie collaborative, qui apporte la collaboration au développement. Donc c'est un wiki très simple, mode fichier, qui se lance dans une JVM Java. Donc DBFit, c'est une extension encore de Fitness qui est là spécialement dédiée aux besoins des développements de bases de données. Donc une base de données est toujours pauvre, enfin, une base de données BI. C'est le parent pauvre, on a déjà les XUnit, il y a d'autres frameworks de tests unitaires, mais ils ne répondent pas aux besoins d'agilité du TDD où on demande le test d'abord. On a toujours besoin de coder sa procédure stockée et enfin de lui rattacher son test unitaire. C'est qu'on est déjà autonome, libre au moment de son développement, sans savoir exactement qu'est-ce qu'on attend. Le TDD en fait répond à ce besoin. Il permet de prendre juste les 30 secondes, ou 15, avant de commencer à coder pour se poser la question. Qu'est-ce que va faire mon programme? Qu'est-ce que va faire mon instruction? Est-ce que je vais répondre à ce besoin? Est-ce que je vais faire plus? Donc ça permet déjà de cadrer sa réflexion. Les features, donc c'est des commandes. On verra comment elles sont utilisées. Principalement la query, celle qu'on utilise le plus souvent. Après, les autres servent pour les non-régressions et à réaliser les jeux de données, à les implémenter. Dans notre projet, je vais présenter le contexte.
Donc on est sur le projet Credit Adventure Works. On est sprint numéro 5. Je choisis l'user story simulation de plan d'amortissement. Donc un calcul pseudo-financier. Avec un test d'approbation, donc on rappelle, on souhaite une procédure stockée et un résultat conforme au document Excel qu'on m'a donné, qu'on m'a documenté. Donc la MOA produit le résultat, ce qu'ils comptent obtenir. Donc moi, le développeur agile, je vais architecturer mon programme comme je l'entends. Je suis pas demandé de spécifications techniques spécifiques. J'ai ma user story, je la comprends. J'ai le résultat exact qui est attendu de mon programme. Donc je sais que par mon expérience et bonne pratique, je vais déjà réaliser une procédure stockée avec les paramètres correspondant au minima pour faire mon calcul, donc, qui consiste à une projection donc, tableau d'amortissement. Et je sais que je vais devoir aussi développer une inline function pour faire ce calcul et pouvoir permettre de factoriser, de réutiliser plus tard, au besoin ce développement. Je démarre la démo. C'est parti. Donc, pour fitness, ça se présente de manière assez simple. C'est un petit applicatif à télécharger sur le net, une archive zip à dézipper. Donc j'ai déjà, dans le sprint 0, toujours dans le premier sprint d'un projet agile, on va fixer son environnement de développement, la description des process. Un des prérequis, c'est la configuration du poste de travail. Donc j'ai customisé mon environnement Visual Studio, et donc j'ai permis en fait d'appeler Fit depuis un menu directement. Voilà, sa ligne de commande que j'appelle MD qui est déjà utilisé. Oui. Je le refais. Voilà. Donc mon serveur Fit, mon wiki, s'est lancé. Je vais le présenter rapidement. Il est à la racine de mon projet TFS qui est déconnecté. Bon, je vais retrouver dans un repository. Voilà, c'est l'archive zip, donc le dossier dbfit que j'ai téléchargé, dézippé. Et ma ligne de commande ne fait juste simplement que lancer le point BAT, Start Fitness. Voilà, ce qui est relativement trivial. Très peu de paramètres, le numéro du port. Donc le wiki, c'est une application web collaborative, ce qui ignorait. Et mon développement va commencer. Donc je lance ma fenêtre de wiki. Je démarre mon itération. Oui, donc il faut savoir, dans la slide précédente où je décrivais comment j'allais structurer mon programme, une procédure stockée, une inline function, je sais d'avance combien d'itérations me prendra et me coûtera mon développement. Techniquement, j'ai 2 tests par objet, s'ils existent, et les paramètres qui leur sont passés, ça fait déjà 2 tests. Et enfin, 8 tests pour les colonnes, les projections de données. Donc, déjà, j'ai un retour d'expérience, je sais quelle est ma vélocité, je sais combien va me coûter un développement, je le chiffre, déjà au niveau macro développement du programme, de la méthode ou le processus stocké. Je prends rapidement l'interface. Donc l'interface Bootstrap pour ma première itération. Ma page de setup où là je configure mes box, sa configuration, on verra plus tard. Et surtout la partie TDD. Ce que je cherche ici à faire, c'est à vérifier que mon test échoue. Donc je l'ai déjà rédigé précédemment. Donc, premier test, première itération, je vérifie que mon objet n'existe pas, qu'il est absent, qu'il n'a pas été déjà recréé. Je m'appuie sur la convention de nommage pour retrouver si un objet est déjà existant présent. Donc c'est important d'observer des règles de nommage. Et maintenant, je peux commencer à coder. Mon fichier source. Je mets. Donc, premier effet, ma fonction, mon UDF.
Donc simplement, mon premier code a échoué, il passe en rouge, je le passe au vert, je teste, très bien. Je poursuis mon itération, je vais tester cette fois les paramètres. Donc toujours je m'appuie sur les métadonnées, les données qui sont dans l'information schema, pour pouvoir éprouver et tester mon programme, ma projection. Donc j'ai rédigé mon test. Donc la rédaction est très simple, on a un mode édition dans la page du wiki. Il suffit de préfixer sa commande, sa box typique de fit via des pipes, le mot-clé query, le nom de sa requête, une requête classique de vérification de paramètres dans cette table. Dans information schema.parameters, je vérifie que mon objet a bien les paramètres, a bien la description des paramètres attendus. Je sauve, je teste, read, je poursuis, je déclare mes paramètres, j'exécute, je reviens, je teste, passe au vert, l'itération suivante. Cette fois, j'initialise ma projection. Donc je renseigne les paramètres, donc il y a des mots-clés. C'est présenté simplement, il n'y a pas d'XML, on ne vous cache rien, c'est dans forme tabulaire. Cette fois, je vais projeter une première étape de mon itération. Le numéro de la ligne, simplement. Alors, au niveau de mon test, je m'appuie toujours sur la théorie des ensembles concernant le moteur de base de données pour me projeter une plage de données. Il ne faut pas projeter ligne à ligne, on travaille toujours sur des ensembles. Donc, sur toute la rangée de lignes, je sais que pour mon plan d'amortissement, il faut que j'ai 24 lignes, 2 fois 12 mois, puisque je l'ai configuré de telle façon pour mon test. Je vérifie, mon test échoue, il me dit bien que toutes les valeurs sont absentes. Nouvelle itération, je fais juste le code nécessaire pour remplir le besoin, c'est-à-dire une plage, un compteur de 1 à 24. J'ai exécuté, j'applique, c'est vert, je continue. Itération suivante. Cette fois, le calcul de la date, je le teste, il échoue, je fais juste le code nécessaire, le add-mon, ce qui me permet d'obtenir le mois, qui va faire un petit peu plus, beaucoup plus. Y. Et je projette. Mon test a réussi. Donc là, ce qu'on ressent à force de faire ces itérations, c'est de l'ennui. Je crois que c'est partagé. Mais Oncle Bob explique que c'est l'inconvénient du TDD, c'est la pierre philosophale pour le développeur. Ça transforme le stress, l'angoisse de la réussite du test plus tard sur la chaîne qu'on a vu précédemment en quelque chose qui est ennuyeux aujourd'hui, maintenant. Et on sait que demain, après-demain, le test sera toujours valide, toujours bon. Et le développeur est zen, reste confiant dans son code, dans son développement. Il n'a pas la crainte d'avoir livré ou bâclé quelque chose. Donc effectivement, c'est la contrepartie, c'est le prix à payer. De l'angoisse à la veille de la livraison, à l'ennui au moment du développement. C'est un confort. Donc je passe les itérations suivantes, colonne par colonne, l'échéancier, le capital restendu, tout ça jusqu'à la fin de mon itération. Sol final. Je vais juste revenir à la page précédente. Donc là, toutes mes colonnes ont échoué.
l'effet Bonaldi. Donc, le test suivant, concernant tout mon résultat, est passé. Je vous montrerai une petite fonctionnalité sur mon jeu de données de test, où je peux copier-coller nativement depuis Excel mon jeu de données, ma simulation. Ici, il me rend la main. Non, Excel ne répond pas. Tant pis. Donc il y a une capacité, le wiki incorpore un mode copier-coller entre les Excel et Fitness, suite sauvée. La dernière itération de cette fonction, de ce test, concerne en fait la description de l'objet lui-même, de la projection. Voilà, où en fait je projette toutes les métadonnées associées toujours via l'Information Schema. Je vais requêter la description du dataset retourné par la fonction de calcul. Après, il me suffira de l'implémenter pour verrouiller, finaliser mon test. Voilà, donc ça c'était le test, la démonstration pour le TDD, la partie ennuyeuse du développement. L'intérêt, c'est de pouvoir remonter ce test-là et de les appliquer pour chacun des objets du projet. Donc, je reviens ici. Donc, un projet de base de données intégré à Visual Studio, SQL Server Data Tools, donc c'est la version Shell, et de pouvoir tester et valider entièrement l'intégralité de son schéma. Mais ici en très peu de temps. Systématiquement, où on est passé du mode Red, Green, Refactor pour chacun des objets. Ces opérations-là, ces tests ont été développés, réalisés. Ce qui permet d'avancer sereinement, de ne pas avoir peur d'une régression. Après, on va voir que lorsqu'on va committer à la fois ces codes, ces programmes, ces procédures stockées, et son test associé, l'ALM, donc le gestionnaire de source, va pouvoir vérifier soit un Watson, enfin un Jenkins maintenant, ou un TFS va pouvoir builder et synchroniser avec TFS simplement par l'utilisation d'un test unitaire ou requêter le web service du wiki. Voilà. Ici, j'ai un test unitaire qui est configuré, qui est rattaché à l'exécution de tous les tests, qui revient juste appeler une URL, une propriété. Les tests unitaires valident que en 10 secondes, il m'a vérifié toutes mes procédures stockées, toutes mes tables, toutes mes sections de schéma, et m'assure que je n'ai pas fait d'effet de bord, que je n'ai pas cassé quelque chose dans mon développement. Pour la partie SSIS, même principe. Projectel. Dans le mode TDD, on ne peut pas réellement faire de TDD développement. On a vu que c'était itératif pour du code procédural. Le SSIS, ça reste du workflow, des boîtes à déposer. Par contre, ce qu'on peut contrôler, toujours à partir de la même interface, ça reste le jeu de données, sa manipulation et son test, vérifier que le comportement attendu est bien présent. Donc, effectivement, souvent, sur l'intégration de fichiers, le développeur attend toujours, on ne m'a pas livré le fichier, le fournisseur est en retard. Là, il faut prendre les devants, donc réaliser le POC, le test à blanc. Donc là, j'appelle un SSIS pour me générer un petit fichier texte sur le jeu de données. Donc là, on voit le mot-clé insert.
j'ai juste demandé créer une table temporaire, insérer un jeu de données. Donc, c'est pas sorcier, ça reste une table. Je l'ai commité, sachant que tous les tests ici dans DBFit sont encapsulés dans une transaction. Donc vous ne cassez pas le jeu de données d'un voisin quand vous testez au fil de l'eau. Si vous testez en mutualisé sur votre serveur de développement. Sinon, en local sur votre machine, il n'y a aucun incident. L'appel du lot SSIS, donc une commande spécifique, qui est une extension de DBFit que j'ai développée, qui permet d'appeler simplement l'OSSIS depuis le wiki et vérifier qu'il s'est bien exécuté. Donc là, quand on l'a testé, il a simplement créé un fichier échéancier avec juste l'entête de colonne et le CSV. Donc les tests ont vraiment centralisé de la chaîne ETL dans le même outil, dans le même framework. Maintenant, mon test de production, celui qui va aller, qui est destiné à tourner sur la même plateforme de production. Cette fois, je teste le jeu de données avec qui est attendu, mon exécution de mon lot SSIS, et surtout le résultat attendu. C'est-à-dire que je vide précédemment, je fais mon clean-up, ma table de staging, et je vérifie qu'à la fin du traitement, ma table de staging n'est plus vide et est bien renseignée. Donc suite, qui permet en fait de combiner cette page-là. Cette page suite qui permet de combiner en fait deux tests. On a créé des tests, on peut remonter au niveau supérieur et vérifier la bonne exécution. Donc là, j'ai failed sur... Non, mon lot CSS m'a passé, oui, mon jeu de données. J'avais rajouté un test supplémentaire. Donc voilà, ne pas trop complexifier les tests, rester simple. Et un test à la fois. Donc là, mon lot SSIS, pour moi, il fait son travail, il est valide, il a passé son test, il a importé un fichier texte. Au besoin, je l'ai généré dans une autre page de test, sachant que lui n'ira pas en production. Mais celui-là, il est qualifié, il est valide, je peux le livrer. Et une fois que je l'aurai commité, tous les autres développeurs, via le wiki, pourront également retrouver le test que j'ai fait, le jeu de données que j'ai utilisé. Dans le serveur de build, il va pouvoir réexécuter tous ces tests, régénérer les jeux de données, jouer les programmes et vérifier les résultats. Dans le fichier que je vais utiliser, on peut également provisionner, c'est-à-dire qu'on va accumuler de l'expérience et on va réaliser des templates de tests, toujours les mêmes, toujours c'est très ennuyeux. Vérifier qu'un objet existe, vérifier que les paramètres sont bien présents. Tous ces tests peuvent être déroulés via des templates et les jouer et les insérer dans ces itérations de développement. Donc, ce qui économise de taper avec 2 doigts sur le clavier. Donc l'environnement de test, j'ai montré SSI, SSRS, j'ai un problème technique. Donc, dans SSRS, le principe, c'est d'appeler le web service, toujours via une feature, une commande spéciale, et demander l'export en CSV. Et une fois qu'on a le CSV, on va pouvoir projeter le CSV par rapport au jeu de données que l'on a renseigné. Et vérifier par exemple des calculs, des sommes, des sous-totaux, je pense en plan d'amortissement par an, vérifier que les sous-totaux réalisés dans SSRS sont valides, sont pas faux. Le bon arrondi surtout. Les tables, les structures de données, les tables, les SSIS. On peut bien sûr intégrer une configuration différente dans l'exécution de l'OSSIS, capacité de développement. SSRS, même principe. Enfin, la LM, donc DBFit, ce que je disais précédemment, ce sont juste des hiérarchies de dossiers et de fichiers. On a un fichier texte qui reprend exactement l'arborescence de notre projet, que je n'ai pas très bien montré, qui est journée SQL Server, mon projet de base de données, mon schéma, DBO, mes tables, chacune de mes tables, le test attendu, donc ici. Donc tout ça est compatible avec n'importe quel gestionnaire de source.
vu l'intégration avec le test unitaire. Donc effectivement, on peut consommer fitness comme un service REST et après analyser, avoir les métriques de chaque objet, chaque développeur sur la section de code qu'il est en train de développer. Donc d'avoir un suivi, un avancement, et de pouvoir évaluer ça, la complexité de son développement par rapport au nombre de tests qu'il va développer et comparer d'une journée à l'autre s'il a augmenté le nombre de tests ou s'il n'a rien fait. Voilà, justement, pour les projets externalisés, ça permet un suivi qui est pertinent. Voilà, on peut traquer le développement physique de chaque développeur. C'est pas élégant, ça demande un travail, mais on peut automatiser. La réponse d'un web service, on peut intégrer ça dans une de contrôle de BI, de projet agile. Donc les leçons, effectivement, il faut rendre les requêtes plus faciles à maintenir, donc toujours rester simple. Une bonne façon de factoriser le code et d'encapsuler les projections, toujours dans des vues ou des UDF, que le code en live, en dur dans la procédure stockée. Limiter le périmètre de chaque page de test DBFit, une fonctionnalité maximum. Toujours donc des jeux de données simples, rapides. L'intérêt c'est de pouvoir rejouer à volonté. 10 secondes pour tester tout un projet de base de données, c'est un bon score. C'est pas long, je lance la requête, je vais boire le café, je reviens, je sais que mes développements n'ont pas impacté toute la planète entière et j'ai pas tout cassé. Je vérifie que je m'intègre bien, que je collabore bien efficacement avec mes autres collègues développeurs. Voilà. Et toujours constamment revoir le périmètre du test. Un test, sa vie, il faut le maintenir en vie. Les métiers changent, les besoins aussi. Et cette fois, on a un outil qui permet, via le wiki, de consommer simplement, enfin de le partager, c'est-à-dire de sortir voilà, qui peut être un petit peu convivial, on peut le personnaliser, mettre des titres en gras. On peut revenir. Il y a la partie technique TDD, qui est vraiment très liée au projet dans la solution d'ALM. On peut aussi avoir la partie d'acceptance, d'approbation de user story, une sorte de créer d'un site web pour les métiers qui puissent eux-mêmes rejouer des tests et changer des petits paramètres eux-mêmes dans la solution, sans impact. Ils éditent. Ils peuvent modifier un petit paramètre, changer mettre 11%, ça les teste, ils regardent comment ça marche, ils appuient sur test. C'est pas du XML, ça reste simple, il y a une phase d'apprentissage qui est simple, enfin, c'est des boîtes. Il y a une phase de formation bien sûr, mais ça reste convivial, c'est pas de l'XML qu'on a vu précédemment. Voilà. Questions, réponses. Si vous en avez. Parfait. Les références, donc des ouvrages, G-Analytics, Refactoring Database. Le TDD, initialement pour le développement orienté objet. Donc là, j'essaie d'appliquer au développement de base de données. Toujours garder une logique ensembliste, toujours travailler sur des plages de données. Et une étude chez Microsoft. Voilà. On remercie nos sponsors, Microsoft, de m'avoir accueilli. Oui. Pardon. Ouais, sur la démarche, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de questions à poser. Par contre, là, tu nous as présenté donc, des défis, ce qui était pas de surprise que c'était Oui. Tu as rapidement parlé de XUnit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu sais s'il y a d'autres frameworks comme ça qui... Oui, TSQLT, SQLunit, sachant qu'ils sont intrusifs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir s'installer dans votre projet de base de données. Ils vont créer des assemblées.NET, ils vont créer des procédures stockées. Il va falloir coder du SQL pour réaliser son test. Là, j'ai manipulé deux langages, Fit, donc les boîtes, et le SQL, mon code de développement. Sachant qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est les résultats de mes tests, et de les comprendre, et de communiquer avec mes tests, donc, qui reste une interface de wiki et de boîte qui reste simple. Les autres langages DBFit sont vraiment des langages. XUnit est encore en .NET. Et
n'applique pas la démarche test first, coder ensuite. C'est le seul qui fait du test first, DBFit. Oui, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Qui est gratuit, l'avantage. Voilà. Et il est totalement intégré dans Visual Studio. Il n'est pas intégré, c'est juste j'ai ouvert le wiki depuis une fenêtre dans Visual Studio. Question qui est complètement intégré dans les bulles KFS. Oui. On peut avoir le service qui tourne sur TFS, rafraîchir les sources, relancer en PowerShell DBFit, le service, et le requêter l'URL qu'il faut. Qui est en trivial, 4 lignes de code. Et on a notre projet qui s'intègre à MS Build. Et le lendemain, on a nos résultats de test. Oui. Est-ce qu'on a une solution qui ressemblerait aussi à ça pour du SSS? Oui. J'ai pas fini de réimplémenter le framework pour s'intégrer à VS Studio. Mais on peut très bien faire des requêtes avec de OpenRosette en l'état aujourd'hui, utiliser un serveur lié. Mais très prochainement sur le blog de vaisseau, je livrerai l'assembly qui permet d'exécuter le SSIS, se connecter au SSRS et faire les requêtes natives SSAS. Donc, et cette fois de processer le cube, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un run en entier, en ATD, en dehors du TDD, pour dérouler toute la chaîne du run d'alimentation, du process du cube et du requêtage sur un jeu de données fixe ou voulu. On peut factoriser également. Ce que je n'ai pas montré, c'est que lorsque les objets, les templates deviennent itératifs, répétitifs, c'est qu'on peut utiliser en fait des variables à l'intérieur de ces pages, un define object name, qui sera le nom de ma fonction table ici. Ce qui me permet au travers des templates, en fait, qui sont d'autres pages, qui sont dédiées, qui contiennent juste un test, de les insérer et d'avoir rapidement l'exécution du test, sa description avec le remplacement des noms des objets, ce qui améliore encore la productivité. Et plus le temps va avancer, plus les tests, ici les templates vont s'enrichir, ce qui restera encore simple à maintenir et à faire évoluer et à enrichir au fil du temps. Plus les projets vont se complexifier, plus on aura des templates, plus vite on pourra rentrer dans le vif du sujet, le développement, le test, puis le développement. C'est rébarbatif, c'est comme les parents qui disent à leurs enfants le samedi matin, lève-toi, fais tes devoirs, tu seras plus tranquille que de les faire au dernier moment le dimanche. Voilà, le TDD enlève cette angoisse du lundi matin. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est rébarbatif, c'est pas du SQL, mais comme c'est pas du SQL ou du .NET, ça reste aussi facile à partager et à communiquer. C'est un outil qui permet de faire communiquer le développeur, celui qui est au troisième sous-sol avec une petite fenêtre et qui parle à personne. Là, malgré lui, il va communiquer, il va donner un état d'avancement sur son développement. C'est pour moi une grande avancée dans la réalisation de projet et à participer. Et après, on peut monter sur son développement, va pouvoir escalader et remonter jusqu'au métier, au fonctionnel, qui va pouvoir lui-même jouer son test indépendamment du développeur et qui va pouvoir le relire le Scrum Master surtout va pouvoir relire son code et vérifier que tout va bien. Voilà. Oui. Est-ce que côté client, on a quelque chose, par exemple, Pour Excel, non. Ça serait à développer. Là, je suis resté old school sur SSS, SSRS, TSQL. On peut aussi implémenter ça côté, en dehors de la BI sur la partie OLTP, pour les bases de données de production. Oui. J'ai pas trop compris en quoi XUnit ou NUnit permet pas de faire du TDD sur une base de données par rapport à des défis. XUnit, pour lancer, il faut... on va faire une petite démo. J'ai mon explorateur de projet, j'ai mes objets. À ce moment-là, j'ai pas encore... Enfin, j'ai dû déjà développer ma procédure stockée, la créer, même
je ne vérifie pas ou je ne suis pas certain, j'enlève pas le doute que j'ai développé le... Enfin, que j'ai pas déjà développé la fonctionnalité. Je me suis pas posé la question, est-ce que le code que j'ai créé, la procédure, le programme, existe déjà? Le souci, c'est que j'ai déjà dû... test VB. Est-ce que j'ai déjà dû développer un programme? Ouais, parce que vous partez de l'IDE et que l'IDE va se développer Voilà. si on parle. Sachant que l'IDE n'est accessible qu'à partir de la version premium de Visual Studio. Ouais, ceci dit, on peut coder des tests sans avoir codé la méthode. Oui. Si on a si on- C'est ça, oui, après, on peut très bien. Mais avoir des compétences BI, C#, le profil est encore plus rare. L'intérêt aussi, c'est en sprint 0, d'avoir des seniors qui vont déjà mettre tous les templates, tous les frameworks, toutes les bonnes pratiques. Et à la fin du projet, de pouvoir réduire le coût de propriété, de travail des développeurs en mettant des juniors. Sachant que le junior sera guidé tout le temps du développement par les bonnes pratiques et ses tests. C'est-à-dire qu'il sera sur des rails, il ne pourra pas tout casser. S'il casse, on pourra au moins observer ce qu'il a cassé. Ça permet du coup de mieux manager sa charge, sa vélocité et son coût. Voilà. Oui. J'ai pas bien compris en fait. Là, l'outil fitness, il empêche le développeur de créer quoi que ce soit comme objet sans avoir créé le test d'avant, c'est ça? Non, c'est la pratique. Il n'empêche rien, il n'y a aucune limitation. Il peut créer sa procédure, on peut faire une reprise de code legacy. Idem, on peut régénérer à partir des SSIS toute une arborescence fitness de test. Mais c'est la pratique de TDD. C'est l'outil qui permet de pratiquer TDD, qui veut qu'avant de créer l'objet, on crée son test. Voilà, c'est juste la philosophie. On peut pas être sûr qu'il suive. Non, on ne peut pas être sûr qu'il soit rigoureux. Par contre, il aura un taux d'échec et de moindre qualité que les autres, et on pourra isoler cette métrique. Là, je crois qu'on est dans la BI, ça nous connaît. Il y en a quelque chose qui ressemble au code coverage. Je ne connais pas. Couverture de code, pour savoir si on a codé effectivement ou pas. Des tests qui ont correspondent. Oui, on peut très bien interroger information schema et avoir lister tous les objets qu'on a inscrits à chaque delivery et vérifier que dans ces tests-là, effectivement c'est dans la boîte à outils du DBA, on vérifie que ces tests-là ont bien une présence déjà dans DBFit. Non, mais c'est libre, là on peut. Ouais. Non, c'est un des problèmes, et ça remonte c'est vous qui posiez la question. Parce qu'effectivement, comme on n'a pas d'outil de coverage dans la boîte, tu dois t'assurer que tous les objets que tu retrouves dans ta base ont bien fait l'objet d'un test avant, et donc t'assurer qu'il y a au moins une corrélation en termes de ça peut être faire. Ouais, c'est peut-être un test unitaire à faire que tous les objets, tous les scripts SQL du projet ont bien une correspondance dans DBFit, sachant qu'on maintient une arborescence qui est lisible. Sachant que c'est que des fichiers texte, donc un petit PowerShell, là-dessus vous serez couvert pleinement. Voilà, c'est le test vraiment pratiqué par le développeur. Mais ses bénéfices, c'est qu'améliorer la qualité du code en amont, là où il coûte le moins cher, sera bénéfique sur toute la chaîne. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas avec un bug phénoménal en production que vous auriez pas pu, que vous auriez dû voir avant. Là, ça tend à gommer cet effet d'un bug qui va escalader les étapes. Intégration, preview, pré-intégration, recette et production. Donc là, vraiment, dès le développeur, voilà, il s'ennuie, mais son code est efficace. Aujourd'hui, chez Microsoft, ils ont appliqué le TDD à partir de 2008. Ils ont amélioré leur qualité de code, le nombre de déchets au moment de la livraison, de 60 à 90%. À l'inverse, chez IBM, ils étaient un petit peu meilleurs, ils n'ont pas gagné grand-chose. Mais le code était legacy, était déjà de bonne qualité, et puis il devait être meilleur. Mais pour progresser, c'est une méthodologie, voilà. C'est une pratique. Il faut le pratiquer, on s'améliore. Et ouais, pour l'instant, toute la partie SQL, BI reste pas rentrée en test. Là, il n'y a pas d'outil de code coverage. Moi, je ne connais pas d'outil qui fasse véritablement de tests de qualité de publication de code. Là, dans tes tests, tu peux faire du mocking. C'est-à-dire, je l'ai vu en entrée. Non, ils sont rentrés d'intégration. J'ai pas envie d'alimenter les X tables qui sont derrière ma vue, et je veux moquer ma vue.
c'est quand même bien qu'il y ait quelque chose comme ça qui, effectivement, là je suis d'accord avec toi, Damien, il y a le grand avantage de pouvoir faire intervenir les gens et de rester simple dans son expression. C'est pas du code C#, c'est pas des trucs comme ça. Je peux facilement faire une 3 sur parole qu'on copie-coller depuis Excel jusque dans la boîte. S'il vous plaît. C'est déjà quand même un sérieux plus. À tester. J'ai repassé tous les codes, enfin tout AdventureWorks, parce que ma base est une base AdventureWorks entièrement en TDD avec tous les tests possibles imaginables en dizaines de secondes. Et c'est vert, j'ai des métriques. On le voit pas, mais j'ai le nombre de right, le nombre de wrong, d'ignorer, d'accepter. Donc tout est détaillé. On peut vraiment commencer à avoir des métriques. Mais si le développeur ne s'implique pas, on n'aura pas dans cette donnée-là. Donc c'est pour ça qu'on peut forcer. Là, je déborde allègrement. Je vous remercie encore.